le, le Finot, le 621, celui des Rouen Leroux, pendant 1 an. Et puis après, on a construit un bateau pendant la première année de location, un plan manoir qui a été fait chez Hervé de Vic dans le sud, avec lequel j'ai pu naviguer pendant 2 ans, du coup, faire la saison 2010 et 2011, la mini, du coup, 2011 qui allait à Salvador. Et puis après, je fais une année de Figaro en 2012. Puis après, j'ai décidé de faire un break dans la voile. Je suis parti bosser pendant 4 ans pour Altran, qui est une boîte d'engineering qui était basée à Nantes, dans le développement commercial. Et voilà, je suis revenu à Lorient. Je fais juste un petit passage pendant 6 mois chez Oman Sail, voilà, plutôt en gestion de projet. Puis j'ai intégré l'équipe de François Gabard, Merconcept, il y a 2 ans maintenant, en juin 2018. Du coup, je dirige Merconcept maintenant depuis 2 ans. Et juste en quelques mots, Merconcept, c'était initialement le projet de François. Enfin, c'est la boîte de François qui gérait initialement uniquement le projet du trimaran massif et qui diversifie petit à petit son activité, que ce soit dans l'univers de la course au large avec plusieurs projets de course au large, dont celui de Charlie Dalin qui navigue sur Apivia. Voilà, on gère aussi, on accompagne l'équipe américaine qui va faire la prochaine Ocean Race pour la construction de leur nouveau bateau. Voilà. Et puis après, on a une partie aussi de développement sur sur un volet plutôt industriel, disons. Donc, avec la construction de bateaux plutôt de pointe, mais des prototypes en composite qui avancent avec des énergies soit hybrides, soit électriques, quoi. Ok. Voilà. Excellent. Et alors, du coup, si on revient sur la Mini Transat, donc tu étais dans l'écurie d'Absolute Dreamer. Concrètement, c'est quoi le rôle de l'écurie dans ces cas-là, le rôle du team? À quel point toi, tu dois faire, enfin, c'est quoi ton rôle à toi par rapport à l'équipe qui t'entoure? En fait, le rôle, il s'est construit un peu au fur et à mesure, parce que c'était une première aussi pour Absolute Dreamer, enfin, dans les premiers projets de la création de leur écurie. C'est une nouveauté pour eux. Et en réalité, le projet phare, c'était le projet principal de l'époque, c'était celui de Jean-Pierre. Et je pense que pour certains d'entre vous qui peuvent se retrouver dans ces mêmes cas, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir faire un petit peu sa petite souris, quoi, d'essayer de pas freiner de freiner au minimum le fonctionnement de l'écurie et voilà, de pas être un fardeau, quoi, entre guillemets. Parce que c'est vrai que même si c'est un petit projet, ça peut vite fait devenir chronophage quand même pour des écuries. Et puis à la fois faire l'éponge aussi, quoi, apprendre le plus possible, mais dans tous les domaines, quoi, que ce soit. Moi, mes lacunes, c'était plutôt sur la partie technique. Je n'avais pas une formation technique à la base, donc j'ai essayé de passer du temps avec les gars dans l'atelier, essayer de comprendre voilà, leur métier, puis ce à quoi on allait être confronté pendant la mini, quoi. Et du coup, essayer de combler au maximum ces lacunes-là. Voilà, le quotidien, c'était pour moi plutôt de passer du temps avec les personnes qui allaient m'apprendre ce que je connaissais pas, quoi. Et en termes d'entraînement sur l'eau, tu étais avec Tanguy comme tout le monde, je suppose? Ouais, ouais, alors je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû commencer à naviguer déjà depuis soit cette année, soit depuis pas mal d'années. C'est vrai j'ai l'impression que surtout en mini, mais il y a un relationnel particulier qui se crée avec le coach. Et c'est vrai qu'en ça, Tanguy, il a quand même, voilà, il arrive à créer cette émulation à Lorient qui est quand même incroyable. Alors bon, ça fait longtemps que je n'ai pas navigué avec lui, mais en tout cas, c'était vraiment le cas quand je naviguais il y a quelques années. Et ouais, c'est super complémentaire avec ce que j'ai pu apprendre dans l'écurie, quoi. Donc c'est assez fou parce que en tout cas, si je prends mon projet à moi, j'arrive, je connais pas grand-chose, je dois tout faire moi-même et je dois aller chercher les compétences là où elles sont. Et alors, sur un projet comme le tien, tu es tout de suite poussé quand même à la performance parce que tu as déjà un certain nombre de choses qui sont disons, plus prêtes, quoi. Et du coup, tu as de la pression, tu te concentres plus sur du coup des choses assez avancées sur la mini ou tu reprends depuis le début. Enfin, c'est quoi ton état d'esprit au tout départ en 2010 du coup du coup en 2008? Bah, c'est sûr que c'est une énorme chance au début, hein, c'est clair. Tu as accès à des. Bah, je pense que ça te permet de perdre un peu moins de temps, je pense. Parce que du coup, ça te permet un peu d'aller
d'aller au plus rapide. Forcément, les gars ont leurs habitudes, les fournisseurs, la planification des entraînements, voilà, ça va assez vite. Après, il y a aussi des travers qu'il faut éviter parce que c'est une grosse machine, l'écurie, et ce qui est adapté pour un projet IMOCA ou un projet plus gros l'est pas forcément pour les projets plus petits. Là, tu vois, je le rencontre maintenant un peu de l'autre côté de l'autre côté de l'ordinateur, du coup, pour le coup, parce qu'on a aussi, on accompagne aussi 2 figaristes chez Merconcept, les figaristes de la filière massif. Et c'est vrai que c'est aussi pas mal de difficultés pour les plus petits projets de s'intégrer à des équipes, à des écuries, parce que dans le fond, tu n'as pas non plus les mêmes. Ça peut provoquer pas mal d'inertie, quoi. Et c'est vrai qu'il faut faire super gaffe quand tu te rapproches d'une écurie de cette inertie, tu vois, du fonctionnement administratif qui n'est pas le même pour un projet IMOCA que pour un projet Mini ou un projet Figaro. Et, voilà, faut réussir à faire la part des choses, quoi. Essayer d'identifier ce que tu peux apprendre rapidement, ce que tu peux aussi donner, parce que ça va pas que dans un sens, quoi. Dans ces collaborations-là, ce qui fait que ça marche, c'est aussi que ce soit un échange, quoi, un vrai partage entre les projets, quoi. Il faut réussir à identifier ce que tu peux réussir à donner aux autres, ce que tu peux apprendre sans tomber dans cette inertie des plus grosses équipes, quoi. Et ben justement, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que toi, tu as pu. C'était quoi, toi, la part de l'échange? Qu'est-ce que tu reçois du team et qu'est-ce que tu donnes au team? Je te posais la question quand je te disais ça, mais ce que je peux te donner, en fait, pas grand-chose. Quand tu arrives, tu es plus jeune, t'as pas grand-chose techniquement à apprendre aux autres. Par contre, peut-être un peu de naïveté, quoi. Et c'est ça qui est pas mal aussi comment dire, les équipes, elles fonctionnent avec les mêmes manières de fonctionner depuis des années, sans trop se remettre en question sur certains points parce que ça fonctionne. Et voilà, pourquoi changer quand ça fonctionne? C'est un peu dommage, ça peut être de la perte de temps. Mais à la fois, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui est plus jeune, qui n'a pas les mêmes façons de faire, qui n'a pas les mêmes priorités et qui te permet aussi de te remettre un peu en question à sa manière, quoi. Je pense que c'est un peu en ce sens-là que tu peux donner, quoi, sans vouloir tout remettre en question. Mais bon, voilà, avec de la bonne humeur, avec la motivation, je pense que c'est l'une des principales qualités des personnes qui commencent des projets mini aussi, quoi. C'est ce déplacement de soi, quoi. Je pense que personne ne compte ses heures dans les personnes qui font les projets mini. Il y en a qui se lèvent à minuit parce qu'ils viennent de penser à un truc, ils refont des dessins. Il y en a qui en rêvent la nuit. C'est vrai que cette énergie-là, elle est. Je ne dis pas qu'elle se perd parce que je pense que pour faire un tour du monde derrière, il faut une énergie différente. Mais ouais, c'est quand même une énergie qui est quand même super forte et ouais, avec un petit brin aussi de naïveté, comme qui fait vraiment avancer pas mal de choses, quoi. Et comment, parce que c'est peut-être un peu naïf, hein, mais concrètement, si on met en 3 ans, c'est de résumer en 3 ans en une journée, concrètement, enfin, les moments qui sont à terre, où tu es chez toi puis tu t'entraînes, qu'est-ce que concrètement, c'est vraiment une question naïve, il y a qui dans le team qui t'apporte quoi? Et toi, ce sur quoi toi tu te concentres à 100%? Parce que c'est clair. Ouais. C'est clair. En fait, je pense que ce que peut t'apporter une équipe, c'est le cadre, c'est la rigueur, c'est réconforter tes partenaires aussi, parce que ça, c'est un énorme atout, parce que c'est vrai que je pense que chacune des personnes qui est là aujourd'hui voit quelle énergie ça prend d'avoir des partenaires et une fois que tu les as, de les conserver ou de les faire évoluer sur d'autres projets, c'est une énergie folle. Et c'est vrai que l'équipe peut te permettre d'avoir de te reposer sur eux là-dessus, parce qu'en fait, ça rassure forcément énormément les partenaires et du coup, tu y passes un peu moins d'énergie. Donc, du coup, tu peux passer plus de temps sur les points sur lesquels il faut que tu bosses. Alors, tu vois, pour moi, c'était la partie technique ou la partie sportive, on va dire. Lacune là-dessus, mais après, chacun je pense que d'entre vous, aujourd'hui, a des points différents à bosser, quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros gain de temps, quoi. Ça, et puis le choix des partenaires aussi, quoi. Des partenaires, je dis partenaires techniques. Tu vois, il y a toujours dans les équipes des partenaires techniques privilégiés qui sont déjà référencés, des fournisseurs
voilà, tu perds beaucoup moins de temps à aller voir telle ou telle personne. Ou des revues de plans, par exemple. Tu te poses une question sur une pièce, tu passes au BE, le gars du BE, en 2 secondes, il va te dire là où est le défaut, quoi. C'est vrai que tu peux passer un peu plus de temps si tu fais tout ça. Malgré tout, même si tu n'as pas accès à une équipe, tu peux aussi, je pense que c'est aussi la force des pôles d'entraînement, quoi, que ce soit à Lorient, de toute façon maintenant il y en a, il y a pas mal, hein, à La Rochelle, Concarneau, etc. Il y a aussi cette force, parce que là, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, on est 34, chacun a des compétences différentes autour de la table. Et finalement, si tu n'as pas accès à une équipe de course au large, dans le groupe, dans le fond, ça revient un petit peu au même, quoi. Il y a juste moins cette structure qui te permet de rassurer tes partenaires. Par contre, en termes de compétences, c'est une grosse richesse, c'est sûr. Justement, les partenaires, donc ils étaient déjà chez Absolute Dreamer, ou toi, tu veux dire que toi, tu avais une relation privilégiée avec les partenaires, avec tes sponsors, ou c'était les sponsors de la team? Alors moi, je suis arrivé avec quelques sponsors, mais par contre, c'était loin de financer un projet mini. Je pense qu'avec mes sponsors, on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait pas faire grand-chose. Je pense je pouvais m'acheter un jeu de voile, c'est tout. Et, euh, et en fait, non, j'ai eu la chance en fait, juste pour la petite histoire, j'accompagnais Jean-Pierre et toute l'équipe, Luc, Talbourdet, Romain, pour ceux qui les connaissent, à des soirées partenaires qu'ils organisaient plusieurs fois par hiver à Paris. Et finalement, moi, j'avais ce projet-là dans la tête, donc ils m'ont laissé le présenter à une des soirées. Et suite à cette soirée, j'ai pu comment dire, trouver le premier partenaire qui allait me permettre de pouvoir mettre la première pierre à l'édifice. Mais c'était leur contribution de pouvoir ouvrir leur réseau. Alors après, la contrepartie pour eux, c'est que le projet s'est fait chez eux. Voilà, qu'ils ont pu aussi en tirer parti, entre guillemets, quelque part aussi, quoi, pour avoir un projet qui était financé, avec un skipper qui était payé, etc., au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est eux qui ont ouvert leur carnet d'adresses, qui m'ont permis de mettre cette première pierre à l'édifice, c'est sûr. Et donc, c'était la financière de l'échiquier? Ouais, c'est ça, ouais, c'est la financière d'échiquier. Ouais. Et d'ailleurs, alors si ça peut rassurer certains, j'ai plus la date exacte en tête, mais c'était en 2009. Je pense que c'était en mars 2009. Donc, il faudra regarder par rapport au dernier crack boursier qui a eu lieu entre 2008 et 2009. En tout cas, c'était quasiment, je pense qu'à quelques jours près, on était au pire du CAC 40, je pense. Et Financière de l'Échiquier, c'est une boîte d'asset management parisienne. Donc, en gros, ils font des placements dans des sociétés pour le compte de leurs clients qui leur confient des avoirs pour ça. Et ils font partie des boîtes qui ont été comment dire, le plus touché économiquement. Alors, je ne dis pas par là qu'ils sont à plaindre, ils s'en sont sortis, mais en tout cas, c'est ceux dont les résultats financiers s'en sont sentis plus fortement, quoi, on va dire, ils font partie de ce groupe-là. Et malgré tout, c'est la période qui m'a permis de pouvoir signer ce premier contrat avec eux. Donc, voilà. Si ça peut permettre à certains d'entre vous de ne pas perdre espoir dans les moments compliqués de trouver des partenaires, c'est aussi dans ces moments-là que certains ont besoin de sens, de retrouver, de refédérer en interne. Parce que ces crises-là, et celle qu'on vit, bon, elle est un peu différente forcément de celle de 2008, mais elle sollicite beaucoup les équipes en interne. Voilà, là, avec tout ce qui se passe, voilà, le télétravail augmente, donc tu te retrouves dans des conditions de travail un peu compliquées, tu te retrouves aussi face à l'insécurité. Et je pense que les boîtes, dans les mois qui viennent, vont avoir besoin de projets simples qui vont refédérer en interne. Et pour ça, le Mini, c'est quand même assez accessible. Et c'est clairement un projet fédérateur en interne. Bon, aujourd'hui, c'est dur de parler de retour sur investissement média en Mini. Par contre, tu peux facilement parler de sujets de fédérer en interne. Quoi. Et qui va être, je pense, l'un des premiers sujets des départements de communication une fois qu'ils vont réouvrir. C'est vachement intéressant. On est le parallèle entre la crise de 2008 et puis le Covid là. Moi, je travaille chez Decat et je sais qu'il y a une réduction incroyable des frais. Et du coup, c'est vrai que ça donne pas forcément confiance. Et en même temps, comme tu dis, c'est un vrai moyen de fédérer autour d'un projet
passionnant et effectivement assez simple de la part d'une entreprise. Enfin, c'est pas très cher non plus, etc. Ça, c'est justement, lors de ta présentation aux partenaires, c'est quelque chose que tu avais déjà bien préparé. Comment tu avais abordé la présentation de ton projet? Alors, Quel message ouais, en fait, c'est vrai que l'angle principal qu'on avait choisi, bah, c'était un peu ça, c'était la partie interne, parce que clairement, enfin, il y a pas d'études de retour média sur la Mini valable, quoi. C'est compliqué de se dire, voilà, bah, si vous investissez tant d'euros sur la Mini et que si je suis devant, bah, voilà le retour sur investissement. C'est un peu plus clair sur les plus gros bateaux, mais c'est vrai que c'est très difficile en Mini. Et à partir de là, je pense que c'est bien de montrer que il y a un retour média qui existe. C'est difficile de le quantifier, mais en tout cas, on peut le montrer. Ouais. Enfin, pour Financière de l'échiquier, je sais qu'ils étaient, enfin, ils regardaient pas mal à ce moment-là le Figaro. Enfin, ils regardaient pas. Ils sont forcément, ils sont abonnés au Figaro comme d'autres journaux. Et moi, j'ai appris une page, la une du Figaro, et j'avais rechangé complètement la page, mais en regardant les typos du Figaro, quoi. Je fais un peu de design et voilà, j'avais mis le Mini en, en, en une du Figaro, quoi. Mais c'était un des éléments d'argument, quoi, par rapport à l'intérêt de la Mini. C'était pas le premier. Voilà, l'idée, c'est de leur dire si ça se passe bien, on arrivera à pouvoir faire des médias et on en a fait, c'était cool, ils étaient contents. Mais la raison pour laquelle ils y sont allés, c'était pas pour faire la une du Figaro, quoi. C'était clairement pour fédérer un projet en interne. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les boîtes, elles ont, et d'autant plus dans les mois ou les semestres qui vont venir, elles auront besoin de ça pour que tout le monde puisse se réunir derrière un projet d'entreprise. C'est plus facile pour un chef d'entreprise de fédérer derrière un projet du type mini transat ou un projet d'aventure que de dire voilà la stratégie du groupe pour les 4 prochaines années et qui est derrière moi, quoi. Les deux sont importants, la strat du groupe, mais souvent il faut des projets pour les porter, quoi. Et ce qui est bien avec les projets mini, c'est qu'en plus, on peut toucher les PME et notamment les PME qui sont gérées en direct ou dont la gouvernance est gérée direct soit le fondateur, soit une personne, quoi. Et ça raccourcit carrément les circuits de décision, quoi. Concrètement, la fédération, faire fédérer en interne, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi les événements? C'est de la communication? C'est de l'événementiel? C'est la présence? Tu vois, première question. Et deuxième question, c'est qu'est-ce que tu te mets dans la stratégie d'entreprise ou tu proposes un projet? Comment ça se construit, tu vois, le fait de fédérer en interne? C'est sûr que les différents dossiers qu'on a pu envoyer aux boîtes, ils étaient orientés par rapport à ce qu'on avait compris de la stratégie de l'entreprise. C'est difficile. Franchement, les exemples sont rares de faire un dossier, de l'envoyer à 100 boîtes et qu'il y en ait une qui vous rappelle et qui vous dit oh putain c'est génial votre truc, j'y vais, quoi. Ça peut marcher parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les chances de son côté. Et ce qui est mieux, c'est quand même de faire plutôt du qualitatif, c'est-à-dire d'identifier 10 boîtes, sur ces 10 boîtes, de faire 10 dossiers différents, ou alors, en tout cas peut-être d'avoir un corps pareil pour les mêmes, par contre d'adapter par rapport à ce qu'on a compris de la stratégie des boîtes, c'est sûr. Ça, je pense, ça paraît du bon sens et ça permettra de mieux parler à la personne qui prend la décision, quoi. Parce qu'a priori, les boîtes que vous allez solliciter, c'est plutôt des boîtes de type PME. Et du coup, la personne qui va prendre la décision, faut lui parler avec le cœur parce que c'est souvent le fondateur ou alors c'est souvent un gars qui a arraché la boîte, dont c'est la boîte quasiment à 100%. Souvent le profil type des PME, quoi. En tout cas qui a les mains libres de prendre une décision tout seul. Et il met beaucoup de cœur dans sa boîte, quoi. Et à ces personnes-là, il faut leur parler, il faut leur donner du rationnel, parce qu'il faut qu'à un moment, quand ils auront à prendre la décision, ils puissent se reposer sur du rationnel. Par contre, pour avoir leur attention, il faudra être sur
sur le volet émotionnel. Et pour être sur le volet émotionnel, il faut avoir compris la stratégie, il faut parler le même langage qu'eux, quoi. Parce que si vous envoyez un dossier type, bah, il va peut-être que ce ne sera pas le premier, ce sera certainement pas le premier dossier qu'il recevra, et il ira dans la pile avec les autres, quoi. Donc ouais, je dirais d'abord, faut toucher son. Enfin, faut attraper son attention en parlant le même langage que lui, quoi. Et après, pour ta question sur l'activation de des, comment dire, l'engagement interne, quoi. Ça, après, nous, on n'a pas réinventé l'eau chaude, hein. On a fait des interventions en interne chez eux sur des pauses de midi sur les thèmes qu'ils choisissaient qui leur étaient chers, quoi. Enfin, en tout cas, ils faisaient le parallèle entre ce qu'on pouvait vivre sur la gestion de projet, donc sur la construction d'un bateau, sur les problématiques qu'on peut rencontrer en mer, euh, la gestion des déconvenus, la gestion du stress. Voilà, c'était un sujet qui les intéressait beaucoup. Donc, on faisait des interventions sur ce thème-là, avec pas mal de questions-réponses, forcément, pour que ce soit le plus interactif possible. Puis après, on faisait des événements. Le premier événement qu'on a fait, enfin, eux, ils étaient vraiment beaucoup sur le thème du sens, parce qu'ils avaient vraiment besoin de se recentrer. Ils avaient pris une grosse claque sur les marchés, parce qu'eux, ils travaillaient beaucoup sur les marchés. Et voilà, ils avaient l'impression de s'être perdus un peu dans les dernières années. Et le premier acte fort qu'ils ont fait, c'était de faire un premier séminaire pour ce qu'ils appelaient l'équipe du back-office. Donc, c'était toutes les personnes qui étaient historiquement un peu moins valorisées dans la boîte. Souvent, les personnes qui avaient accès plus facilement aux séminaires, aux trucs sympas, c'était plutôt les personnes qui étaient soit les commerciaux, voilà, enfin, les populations, ça s'appelait du front office, quoi. Et là, premier événement qu'ils ont fait, c'était dédié à toutes les personnes qui avaient moins accès à ces choses-là. On l'a fait à Lorient, on a fait naviguer voilà, une quinzaine de personnes, et le projet a démarré de cette manière-là. Voilà, donc eux, ils ont vraiment essayé de donner pendant ces 2-3 ans-là chaque action qu'ils faisaient du sens, quoi, dans le choix des personnes qu'ils allaient faire, à qui ils allaient faire profiter l'événement, la manière dont on allait les accueillir aussi, quoi. On essayait de se mettre en quatre pour les accueillir, mais bon, ça, voilà, il n'y a pas de nouveauté, quoi. On n'a pas réinventé des trucs, quoi. Et alors, Voilà. c'est excellent. Et donc, moi, j'ai noté là 3 trucs qui me parlent particulièrement. Tu as dit, pour attirer l'attention, c'est parler avec le cœur, faire vibrer, et ensuite convaincre avec du plus concret, quoi, avec des chiffres ou avec du rationnel. C'est ce que j'ai noté. Ouais. Ouais. Et puis, j'ai noté, ouais, dans les interventions, notamment pour faire les équipes en interne, c'est de mettre c'est de trouver le sens de l'entreprise et de le mettre au cœur du projet mini, quoi. Ouais. Le véhiculer, en fait, pour être un véhicule du sens de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Et c'est important de ne pas faire le truc inverse, de ne pas être sur les chiffres d'abord. Alors voilà mon dossier, je vais vous faire, on va pouvoir faire du volume, on va faire naviguer 15 personnes cet été. Voilà, enfin, vraiment être sur les chiffres parce que ce sera important, c'est sûr, mais c'est pas ça qui fera prendre la décision aux décideurs à qui vous allez parler. Et en plus, la chance que tous les ministres ont, c'est que c'est un projet, généralement, c'est un projet énorme, c'est le projet d'une vie. Il y en a qui sont endettés, il y en a qui ont quitté leur job. Enfin bref, il y a quand même la plupart des gens se mettent dans des situations quand même plutôt inconfortables pour faire la mini. Et du coup, c'est assez facile, entre guillemets, de faire ressentir ça à la personne à qui vous parlez, quoi. De dire, voilà, bah, moi, je mets mes tripes sur la table pour faire cette mini, je suis prêt à tout, quoi. Et du coup, c'est important de toucher les personnes à qui vous voulez parler par ce biais-là avant de rentrer dans le détail. Et après, par contre, les chiffres, c'est aussi super important parce que généralement, les gars qui mettent X milliers ou dizaines de milliers d'euros sur la table, à un moment, ils vont avoir besoin de rationnel. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont habitués à prendre des décisions, basées aussi sur des éléments financiers ou chiffrés. Et du coup, après, il faut assez rapidement les amener là-dessus, quoi. Ok. Et alors, bon, partons du principe là qu'on a tous notre budget, 100 000 euros chacun là pour faire l'année et demie qui arrive. La plupart d'entre nous n'avons pas d'équipe. Comment concrètement tu fais pour gérer le sponsor, tu vois, pour gérer la partie
médias, la partie com, la partie intervention, justement, en termes d'agenda, où est-ce que tu les places? Comment tu peux faire naviguer 16 personnes? C'est, j'imagine, un par un, du coup, ça prend du temps, de l'orga. Ouais, alors c'est vrai que moi je me suis jamais posé la question dans ce sens-là, et c'est plutôt une chance. Et bon, mais euh, tu vois, je pense j'ai des copains qui étaient dans la situation avec un projet qui était financé, mais qui était pas lié à une écurie. Et eux arrivaient à se débrouiller vraiment super bien aussi travailler avec des agences de com. Alors, pour voir dans quel sens, parce qu'il y a deux manières de travailler avec les agences de com. Soit vous travaillez avec une agence de com et main dans la main et pour pouvoir trouver un budget. Et une fois que l'agence a trouvé le budget, eh bien, du coup, elle s'occupe aussi d'une partie des activations, relations publiques ou activations médias, voilà, tout ce qui est tous les à côté, on va dire, pour faire vivre le projet. Ou alors, vous avez trouvé votre partenaire tout seul. C'est un partenaire qui vous permet de pouvoir faire les choses confortablement dans le sens où soit vous pouvez construire ou acheter un beau bateau et pouvoir mettre un bon sponsor dessus, mais il vous manque la partie activation. Je pense que c'est quand même bien de pouvoir se rapprocher de ces agences. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des grosses agences, hein. Il y a des personnes, des indépendants, il y en a plusieurs sur l'Orient. Il y en a, il y en a plein autour des bases, hein, dont vous venez. Et je pense que c'est bien de les identifier parce que ces personnes-là, elles vous aideront si vous avez trouvé un budget, si vous avez besoin d'activer pour gérer toute la partie terrestre. Parce que dans le fond, pour accueillir un partenaire, si je prends l'exemple de Lorient, pour faire naviguer 16 personnes sur une journée, il y a besoin d'un Zodiac, il y a besoin d'un endroit pour les accueillir proprement. Mais ça, vous pouvez utiliser la base ou le resto, la base ou un autre endroit. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment super sympa, de pouvoir faire vivre les choses. Mais pour ça, il ne faut pas être tout seul, c'est sûr. Il y a des personnes dont c'est le métier et en fonction de la taille du projet, il y a des personnes qui peuvent très bien le faire pour le mini. Et, par contre, ce serait difficile pour moi de partager des noms là parce que il y a plein de personnes qui le font très bien, quoi, mais je suis sûr que vous avez un réseau de noms à partager sur ce sujet-là. Oui. Alors, je me demande si je regarde en même temps les questions dans le chat. Il y en a pas, donc faut croire qu'on est soit à côté de la plaque, soit on est pertinent. mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et du coup, je me permets d'enchaîner sur à peu près le même sujet, mais aujourd'hui, ce que tu fais avec Merck Concept. Du coup, tu as bossé entre-temps dans un cabinet de conseil chez Altran. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, tu as rejoint Merck Concept directement en tant que DG. Ouais, je fais un petit passage pendant 6 mois chez Oman Sail à Lorient. Mais ouais, je suis arrivé chez Merck Concept pour diriger la structure. Enfin, François avait besoin de quelqu'un parce que la boîte grossissait. On est passé d'une quinzaine on est un peu plus de 60 maintenant. Et du coup, comme François continue de naviguer à côté, bon, même s'il prend un petit break de quelques mois, c'est pour mieux en revenir. Donc, dans tous les cas, il est pas mal sur l'eau. Et ouais, du coup, il avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer aussi pour pouvoir accompagner les équipes pour avancer quoi, sur la diversification, sur la gestion des projets. D'accord. Donc là, tu es entrepreneur en résidence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce que je disais tout à l'heure, on est quasi, on est une soixantaine chez Merck Concept aujourd'hui, et du coup, il y a il y a des personnes qui sont identifiées aussi pour gérer les différents départements. Moi, j'essaie de m'assurer que tout roule, qu'il y a l'huile dans les rouages, on va dire, mais après, il y a pas mal de personnes qui sont dédiées à chacun des projets, quoi. D'accord. Donc, tu fais du management humain, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, principalement, c'est ça. Même si la partie technique m'intéresse toujours, à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de formation technique, mais je suis super intéressé par voilà, tout ce qui est technique, les petits détails, les petites innovations, ça m'intéresse. Vraiment, dès que je peux mettre mon nez dedans, je le mets, quoi, en toute humilité, parce que voilà, il y a des spécialistes. Ouais. Ni technicien, ni ingénieur, ni calculateur, mais bon, ça m'intéresse. Et du coup, si tu peux nous raconter un peu, là, les 60 personnes à peu près,
il y a combien de personnes par pôle? Ça s'organise comment, Mer Concept? En gros, la boîte est divisée en trois. Il y a un département BE, un département plutôt lié à la construction des bateaux, et puis après, un département plutôt de fonction support. Donc, après, c'est une boîte classique, hein, donc il y a une partie financière, marketing, com, développement commercial. Et voilà. Mais les deux départements techniques, c'est bureau d'études et construction. Et du coup, là, pour ceux qui les connaissent, c'est Antoine Gauthier qui dirige le bureau d'études et Nico De Castro qui dirige la partie construction. Voilà, jusqu'à peu, on construisait pas de bateau. Aujourd'hui, on travaille on travaillait jusqu'à peu en assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que Massif nous déléguait la construction des bateaux et nous, on s'organisait avec tous les corps de métier, que ce soit les architectes, les calculateurs, les chantiers, pour pouvoir livrer un bateau, un bateau à une date fixée, à un budget donné. Et là, avec le nouveau bateau qu'on construit pour Massif et pour François, on passe du coup en tant que maître d'œuvre. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va se charger de l'assemblage final du bateau, même si on continue à travailler avec Multiplast et CDK pour construire les pièces. Toutes les pièces vont arriver dans les nouveaux locaux à Concarneau là, d'ici quelques semaines, une fois que ce sera reparti. Et du coup, on démarrera l'assemblage du mécano géant. Voilà, et on livrera à Massif le bateau. Voilà, c'est la petite différence. Mais en gros, les activités de Mer Concept, c'est ça. Ok, excellent. Et alors, toute la partie justement, entre guillemets, enfin, je crois que tu l'as mis dans fonction support, mais justement, la com, le marketing et la partie entreprise, quoi, la vente de quelque chose, d'un produit. Ouais. Et ça, c'est, je suppose, un gros pôle quand même. En fait, finalement, pas assez. Enfin, pas assez. Pas trop. Euh, on est de plus en plus. Alors, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous suivent un peu ont suivi l'évolution de Merconcept, mais jusqu'à peu, en fait, Merconcept on communiquait pas sur le nom Merconcept parce que c'était on va dire la société qui servait de support, mais plutôt administratif à la mise en place du trimaran massif actuel, donc à la construction et puis à la gestion du trimaran. Et là, on est passé dans une logique un peu différente depuis quelques années maintenant. Enfin, François l'a démarré grosso modo en 2017 et souhaitait avoir vraiment une logique d'entreprise, c'est-à-dire continuer à travailler pour Massif et de la même manière, avec le même niveau de qualité qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, voilà, enfin la même attention, on va dire, mais tout en ouvrant les possibilités avec soit d'autres sponsors, soit d'autres projets avec lesquels on peut travailler pour pouvoir bien aborder aussi les futures années. On aimerait se projeter dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Et du coup, pour ça, il faut pouvoir continuer à satisfaire les sponsors avec lesquels on travaille et aussi essayer de trouver d'autres partenaires. Donc, c'est tout nouveau pour nous. Aujourd'hui, dans le département com et développement, il y a 3 personnes. Enfin, si on intègre la personne qui est en charge des sujets liés au développement durable, on est 4. Mais ça reste un petit département par rapport à l'ensemble de la boîte. 4 personnes dans quel, j'ai pas compris, dans quel département? Dans le département com, marketing, Oui, d'accord. développement, Ouais. en fait, pour être transparent, il y a une personne qui travaille sur les sujets liés à la com, interne et externe, une personne qui est en charge des relations partenaires actuelles, et on a une stagiaire aussi qui travaille, qui aide les deux premières personnes, et puis il y a une autre personne, Kelly, qui travaille sur les sujets liés au développement durable. D'accord. On souhaite mettre en place un plan d'action pour limiter notre impact, on va dire, dans les années qui viennent. Excellent, on en a bien besoin. Et excellent. Et du coup, ah oui, ma question un peu subsidiaire là, c'était sur le rapport avec l'entreprise. Enfin, je sais pas si c'est parti, si on peut en parler comme dans ces termes-là dans la voile, mais est-ce que Merconcept, c'est une entreprise qui est rentable ou enfin qui a vocation à gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, ou c'est vraiment à fond perdu pour le sponsor? Alors, Merconcept en tant que tel est une société classique, hein, on est une SAS, donc
en tout cas, on n'est pas une fondation et on n'a pas but à perdre de l'argent. Ça répond en partie à une question. Après, le souhait de François, c'est vraiment, enfin, ce qu'il souhaite, c'est que la mission de la boîte soit capable de pouvoir transmettre les innovations sur lesquelles on essaie de travailler dans la course au large à l'univers maritime dans les années qui viennent. Et, et là, on est encore sur le thème du sens, quoi. C'est-à-dire que François, lui, son souhait, et du coup, ce qu'il souhaite de la boîte, c'est pas que la boîte fasse X milliers, dizaines ou centaines de milliers d'euros de résultats dans des années. C'est important de ne pas perdre de l'argent parce qu'il faut pouvoir être en capacité de réinvestir, de payer les salaires, enfin voilà, de faire ce que toute boîte doit faire. Par contre, ce qu'on aimerait plus que tout, et ce que François souhaiterait, c'est que Merconcept a un rôle à jouer dans le transport maritime de demain, quoi. Et voilà, ça c'est ce qu'il souhaite comme mission pour la boîte, quoi. Le transport maritime. Ouais, le transport maritime. Ouais. Après, ça forcément, ça se fera pas en perdant de l'argent. Donc, il faut qu'on soit en capacité de bien gérer le budget pour pouvoir investir aux bons endroits et notamment dans les outils, dans les bâtiments, voilà, dans l'actif de la boîte pour pouvoir être en capacité à soit accueillir d'autres projets demain, d'autres projets de course au large, soit être en capacité de pouvoir travailler avec des industriels pour voilà, on va dire travailler sur soit les moyens de propulsion, soit les types de bateaux de demain, quoi. Je ne dis pas qu'on construira le cargo du futur, par contre, travailler avec ceux qui construiront les cargos du futur, pourquoi pas, quoi. La propulsion à la voile, notamment, ce genre de choses. Ouais, voilà, ouais. Et en partenariat avec toutes les personnes avec qui on travaille déjà. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais VPLB est très en avance sur les sujets. Voilà, GC Design, pour citer voilà, ceux avec lesquels on travaille aussi avec pas mal d'industriels dans ces thèmes-là. Et voilà, on se dit qu'on a aussi une partie, enfin une collaboration à faire de concert, on va dire, avec ces sociétés-là et avec toutes les autres. Ok. Est-ce que c'est l'aspect, enfin le sens de Merconcept là, qui est donc de participer à l'innovation dans le domaine du transport maritime, c'est en lien avec Massif. Enfin, je veux dire, vous mariez un peu les deux, est-ce que Massif est particulièrement dans ce domaine-là, tu vois? Alors c'est vrai que Massif est très intéressé à la mobilité de demain, mais au sens large, parce que Massif c'est une mutuelle d'assurance et forcément plus les transports et plus la mobilité sera optimisée et moins risquée pour eux, mieux ce sera. Donc ils sont très intéressés sur les sujets de mobilité, mais que ce soit une mobilité sur la route, dans les airs, sur l'eau aussi. Et nous, notre activité chez Merconcept, elle est on va dire, spécialisée dans le domaine maritime. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'on s'oriente vers ces sujets-là. On le fait aussi en partenariat avec les engagements de Massif, mais c'est un engagement propre de la société Merconcept, on va dire. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, si. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu en lien, mais c'est bien une activité propre. Oui, enfin, c'est l'activité de Merconcept, mais c'est en lien. Pardon, Massif est en premier lieu intéressé par cet objet-là, quoi, par le sens. En fait, quand je te parlais tout à l'heure du rôle de Kelly qui s'occupe des sujets de développement durable pour nous, l'une des premières actions qu'elle a faites en arrivant dans la structure, c'est de pouvoir faire un état des lieux de toutes des stratégies des entreprises avec lesquelles on travaille, des sponsors avec lesquels on travaille, pour pouvoir allier, on va dire, l'utile à l'agréable, quoi, que les travaux au sein de Merconcept puissent aussi profiter, dans certains cas, aux engagements que nos sponsors ont, quoi. Okay. C'est-à-dire que demain, pour prendre un exemple précis, on aimerait pouvoir travailler d'ailleurs en collaboration avec Kairos sur les biomatériaux pour pouvoir aller encore plus loin sur les
le domaine qu'on connaît sur les fibres. Et du coup, ça, c'est un sujet qui peut très bien toucher aussi Massif, puisque Massif est engagé sur les filières de recyclage via sa filière voile, Massif Centre de Voile à La Rochelle. Ils sont engagés ils ont fait un gros travail avec la FIN il y a quelques années sur les filières de retraitement des déchets, appliqué à la fibre de verre, mais en tout cas, ils peuvent être très intéressés pour l'étendre soit aux filières de recyclage des fibres carbone, si on arrive à en trouver et en faire émerger, ou alors pouvoir pousser l'utilisation de fibres biosourcées sur certains bateaux, dans certaines parties. Excellent. De façon. Et du coup, ça rejoint la question de Timothée, que je vais un peu tordre pour la faire rejoindre encore plus. Timothée qui pose la question, quand tu parlais de trouver le sens de l'entreprise que l'on cible en tant que sponsor, est-ce que ça fait, dans le cas de plusieurs sponsors, quand on a plusieurs sponsors pour le même projet, est-ce que d'après toi, c'est mieux de cibler les entreprises qui ont des sens à peu près similaires ou des sujets communs? Pour accueillir plusieurs entreprises. Ouais. Oui. J'imagine que de toute façon, les recherches que vous allez avoir, elles seront plutôt individuelles au début. C'est-à-dire que, imagine, on part de zéro, on n'a pas de sponsor. L'idée, c'est de pouvoir, faut adapter son message à chacune des entreprises que vous allez solliciter. À partir du moment où vous allez avoir un ou deux partenaires, vous allez créer un pool de partenaires, vous allez pouvoir échanger avec eux et identifier l'ADN commun du projet, quoi. Si vous l'avez pas déjà fait avant, on va dire, en le leur proposant, quoi. Mais ça peut se construire aussi au fil de l'eau, quoi, en échangeant avec eux. Comme ce sont des sujets un peu sensibles, on va dire, le sens, chaque entreprise a un peu un sens différent ou des engagements différents. C'est peut-être un sujet à pouvoir échanger avec eux, ouais, pour pouvoir voir ce qui ressort, quoi, de tous les partenaires que vous avez. Ok. J'espère que ça répond à ta question, Timothée. Merci. Et alors, il y avait une autre question sur le sujet d'avant. Tu disais qu'il y avait donc on parlait du lien entre entre Massif, le transport maritime, et du coup Merconcept qui porte ce sens-là de participer à l'innovation dans le transport maritime. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'éléments qui viennent de la course au large qui peuvent être appliqués au transport maritime? Ouais, alors en fait, ça dépend de quel transport maritime on parle, parce qu'il y en a plusieurs qui vont vivre aussi des changements dans les années ou dans les dizaines d'années qui viennent. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le shipping, tout ce qui est lié au container. Ça, c'est probablement quelque chose qui viendra après. Mais si on va et quoique, ce que je disais tout à l'heure, il y a VPLP, entre autres, et GSI, entre autres, pour citer qu'eux, qui travaillent sur des sujets qui sont très concrets sur des bateaux de grande taille. Mais il y a aussi des bateaux de plus petite taille, soit de transport de passagers de plus petite taille qui peuvent transporter une cinquantaine, une centaine de personnes, soit même des bateaux privés de propriétaires qui cherchent à avoir des moyens de propulsion soit hybrides, soit complètement électriques, et s'affranchir des forces de frottement avec les foils. Aujourd'hui, notre spécialité, c'est pas forcément les moyens de propulsion chez Merconcept. On a des moteurs à bord, mais bon, c'est pas on n'est pas motoriste. En revanche, sur le sujet des foils, nous, notre métier aujourd'hui, c'est pas de dessiner des foils, c'est pas de calculer, mais c'est de pouvoir les intégrer dans les bateaux. Toute la partie système qui va autour, ça, c'est quelque chose qu'on fait sur les bateaux, que l'on construit. Et d'où ma remarque tout à l'heure, nous, notre rôle ne sera pas forcément de pouvoir faire un package pré-intégré complet, mais de pouvoir travailler en collaboration avec les sociétés avec lesquelles on travaille, notamment d'archi ou de calculateurs ou autres, pour pouvoir être capable de pouvoir fournir une brique technique à un industriel, quoi. D'accord. Et justement, quels sont les corps de métier avec lesquels vous travaillez? C'est plutôt donc les archis qui eux-mêmes travaillent avec la ligne commerciale, par exemple, de transport de passagers? Les intermédiaires, où est-ce qu'on peut trouver les opportunités? Moi, ce que j'ai noté, c'est que vous travaillez sur des
Par exemple, l'intégration des foils sur des transporteurs de passagers ou bien des bateaux privés. J'ai noté ça, je Oui, sais pas si je me suis ouais, trompé. Et du ouais, coup, c'est ça. tu travailles en direct avec Intel ou avec la ligne commerciale avec Maersk, ouais, enfin, ou je sais pas qui, ou tu travailles avec des BE et des architectes. Bah, en fait, ça peut être, on peut avoir vraiment des cas très très différents, quoi. On peut soit être missionné par des armateurs en direct qui ont un projet à nous confier, et là on cherche à s'entourer des bonnes personnes, de collaborer avec des bonnes personnes, parce qu'on voilà, on maîtrise pas tous les sujets techniques non plus. Il faut qu'on puisse voilà, trouver les bonnes entreprises avec lesquelles collaborer sur telle ou telle réponse à appel d'offres. Ou alors, on peut être sollicité directement, soit par les propriétaires qui ont un projet défini et qui aujourd'hui qui n'ont pas identifié de société pour pouvoir les accompagner sur soit la construction, soit le dessin, ou alors même des architectes qui nous contactent pour réaliser certains systèmes ou certaines pièces en collaboration avec eux. En fait, c'est assez varié, ça dépend vraiment des projets. Mais quoi qu'il arrive, sur chacune de ces options, on travaille jamais seul. On est toujours en collaboration, soit avec des constructeurs qui construisent des pièces, soit un cabinet d'architectes, soit un cabinet de maîtrise d'œuvre. On est souvent plutôt un peu en mode gestion de projet, quoi. D'accord. Et donc, tu parlais de l'intégration des foils. Est-ce que enfin, tu avais d'autres choses à ajouter ou... Non, 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 enfin, on a vocation à pouvoir apprendre pas mal de choses aussi sur la partie propulsion. Aujourd'hui, c'est le tout début pour nous, mais c'est vrai que la propulsion électrique, ça va être un vrai sujet dans les années qui viennent. Enfin, qu'il l'est déjà d'ailleurs maintenant, mais qu'il sera de plus en plus forcément. Et, euh, et voilà, on a besoin de pouvoir apprendre de plus en plus de choses sur ce thème-là, sur la propulsion. Et alors, le transport à la voile, ça, c'est quelque chose que vous regardez? Le cargo à Euh, voile? oui, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de projets de cargo à voile qui se construisent, soit des cargos à aile, soit des cargos à voile. Et ouais, dans les deux cas, on se penche sur les sujets, que ce soit sur les systèmes d'asservissement, parce que bah, du coup, une fois qu'on a des ailes ou des voiles, il faut pouvoir les piloter correctement. Ou alors même sur les systèmes de réglage en eux-mêmes, quoi, les systèmes mécaniques. Ok. Moi, je pensais à des choses, je pensais à des projets c'est des armateurs qui ont des bateaux à voile, quoi, et qui remplissent les bateaux avec des cargos, avec des sacs de café, de cacao, des choses comme ça. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ces projets qui existent aussi. Je crois qu'il y en a un qui est basé en Bretagne Nord, je crois, de mémoire, Oui. euh, qui ramène du chocolat. Non, bon, bref, il y a pas mal de projets de ce type-là. Et, et ouais, alors pour l'instant, on n'a pas été ni sollicité, enfin, on n'a pas travaillé pour ce type de projet, mais de toute façon, enfin, il y aura. Il y a plein de possibilités différentes, ouais. Que ce soit avec eux, avec des plus gros armateurs, des plus petits bateaux aussi. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu, mais le World Sailing souhaite avoir des bateaux aussi, des semi-rigides qui sont à propulsion 100% électrique à l'horizon 2023-2024 pour les prochains Jeux à Marseille et pour le test event qui sera l'année d'avant. Et voilà, donc il y a plusieurs constructeurs qui sont penchés sur le dossier. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui bougent, des tout petits bateaux, donc comme cet exemple-là, qui font les semi-rigides qui font 6-7 mètres de long, à des plus gros bateaux. Voilà, il y a déjà plein d'entreprises qui travaillent dessus. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, quoi, c'est sûr. Après, c'est plutôt du bon sens ce que je vais dire, mais il y a la révolution qu'a connue l'automobile, ou que connaît l'automobile en ce moment, avec les systèmes de pilotage automatique et les systèmes de fibres alternatives aussi pour construire certains carénages. On va la connaître aussi dans les années qui viennent, quoi. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc il y a plein d'opportunités. Donc ça rejoint la question de Jacques. Est-ce que ça recrute notamment des ingénieurs? Chez Merconcept, Oui. en fait, là, on s'est calmé un petit peu parce que c'est vrai qu'on a un peu un pic d'activité. Il faut qu'on puisse digérer la croissance. Pour pas faire n'importe quoi, il faut qu'on soit capable de pouvoir voilà, bien intégrer tout le monde, que tout le monde se sente bien à sa place. Donc, voilà, on va essayer déjà de bien faire les choses qu'on a à faire.
Mais oui, c'est sûr que dans les années qui viennent, il y aura sans doute plein de choses à faire. C'est quoi, d'après toi, les grandes compétences ingénieurs ou pas ingénieurs d'ailleurs, qui seraient celles que tu recruterais entre maintenant et dans, je sais pas combien de temps, dans 5 ans? En fait, on a des grosses difficultés à pouvoir recruter des personnes maîtrisant bien la partie composite. Ouais, alors c'est vrai qu'au niveau ingénierie pure, il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles, motivées, qui sortent d'école d'ingénieurs. Et à la fois, en ce moment, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une vraie pénurie de personnes formées et compétentes sur la partie composite et sur la partie assemblage d'éléments mécaniques aussi. Parce que on se rend compte, c'est on peut aussi trouver des personnes qui sont capables de pouvoir réaliser des pièces. Et c'est un métier un poil différent de pouvoir les assembler aussi sur le bateau, de les ajuster. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté, que ce soit pour nous ou pour les autres équipes, pour les autres chantiers. Et à la fois, en même temps, dans les équipes de mini, souvent les personnes qui sont en mini travaillent pas mal, enfin font pas mal de travaux manuels. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes nous, dans l'atelier qui sont passées qui ont fait la mini ou qui ont construit des bateaux, des mini. Et c'est une super bonne école, je trouve. D'accord. La seule différence, c'est quoi, pardon? La seule différence, l'une des différences, ça reste l'utilisation des fibres préimprégnées. Mais bon, en tout cas, les connaissances globales, elles sont quand même super. C'est une super école, quoi, le mini, c'est sûr. Bon, voilà, je crois que Jacques, tu as la réponse à ta question. Et excellent, merci. Donc, je regarde encore une fois les questions. Je pense que il n'y en a pas plus. Excellent. On arrive au bout de l'heure. Je ne sais pas si tu as plus de temps ou ouais, désolé, je vais devoir aller sur une autre réunion, mais ouais, du coup, je suis désolé pour ceux qui ont pensé que c'était pas super préparé, parce que c'est vrai que je suis arrivé un peu les mains dans les poches. Mais bon, j'espère que ça a répondu à vos questions. Alors moi, franchement, c'était canon. Merci beaucoup. Franchement, j'ai adoré ce que tu nous as raconté. Et peut-être en 2 minutes, là, moi, ce que j'ai particulièrement noté qui m'a marqué, donc c'est ce que j'ai déjà dit, mais quand tu as dit parler avec le cœur, attirer l'attention en faisant vibrer, en gros, mais convaincre avec convaincre avec des éléments un peu peut-être rationnels, mais commencer en tout cas avec le cœur, parler avec être à fond dans son... Voilà, parler avec son personnage. J'ai noté aussi dans les interventions que tu as pu faire, c'est à fond travailler avec le sens de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer comme message. Et toi, du coup, en tant que ministre, de se porter volontaire pour être véhicule de ce message. C'est hyper éclairant. Voilà, moi j'ai adoré aussi quand tu as parlé des liens entre Merconcept et Massif. Franchement, le lien sur le transport maritime, je l'avais pas vu avant et je trouve ça hyper pertinent en fait, de se dire on travaille sur un sujet utile pour à la fois le sponsor et puis pour l'entreprise en elle-même et le monde. Donc c'est être utile au monde, à l'entreprise et à soi, donc c'est cool. Et puis j'ai noté qu'il y a beaucoup de besoins dans l'avenir sur des thématiques d'ingénieurs, notamment trouver des maîtres japonais en composite. Enfin, pas des maîtres japonais, mais des maîtres en composite, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et voilà, avant de continuer à dire des bêtises, je voulais te remercier beaucoup pour cette heure. Ouais, écoute, c'était un plaisir. Et ouais, j'ai juste oublié un truc quand on parlait d'activation. Il y a un truc qui a super bien marché, c'est le départ de la mini. J'en sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait la mini ou qui ont déjà assisté à des départs. Mais au niveau émotion, c'est quand même c'est costaud.
Et il y a au moins deux des sponsors qui étaient présents sur le bateau pendant la mini en 2011 qu'on déplaçait toute la boîte. Et bon, c'était des petites boîtes, hein, c'était des boîtes de 80-90 personnes. Mais là, quand je les recroise, encore il y a quelques semaines, ils m'en reparlent encore. Donc, c'est vraiment un moment, c'est énorme comme truc. Bon, et ouais, c'est un moment vraiment à pas négliger pour vous si vous organisez des opérations de relations publiques. Je pense que vous serez dans votre course pendant la dernière semaine. Ce sera difficile de les accueillir correctement. Par contre, c'est vrai que là, ça vaut le coup de pouvoir bien s'entourer pour que vos partenaires ils soient accueillis dans les bonnes conditions, parce que c'est souvent dans ces moments-là que soit les campagnes de l'année d'après se re-signent et avec un projet un peu plus gros, ou alors les changements de bateaux s'opèrent. Parce que je dirais même quasiment qu'importe le résultat de votre mini, si votre départ il est bien géré et qu'il y a une bonne activation, et qu'il y a une bonne dose émotionnelle, il y a une grosse partie des accords des futurs contrats qui sont signés à ce moment-là, quoi. Ouais. Et voilà. Du coup, je voulais vous dire aussi que bah voilà, le projet mini, c'est souvent pour tous le projet d'une vie ou quasiment. Et voilà, ce que vous faites, c'est top. Et voilà, vous vous souviendrez de ma vie. Donc, bon courage à tous. Ça va être des années super chouettes pour vous tous, quoi. Ouais, merci beaucoup. Ouais, on espère que ça sera bien 1 an et demi et pas 6 mois, parce que on espère vite pouvoir sortir de chez nous pour C'est clair. faire ce projet mini, quoi. Cool. Ben, merci beaucoup. Et Je Thomas, crois qu'il y a Pierre qui Pierre veut poser. Legendre, ouais, j'ai une petite question. Est-ce que ça serait possible d'échanger dans la semaine par rapport aux activités de Merconcep? Parce que j'ai quelques amis qui ont pas mal de réseaux dans tout ce qui est navire, éventuellement navire autonome et tout ça. Ouais, bien sûr, pas de problème. Je crois que tu as mon mail, hein, donc Ouais, je vais même ton numéro. ouais, bah, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah ouais, pas de problème. Et tu serais disponible quand? Attends, je vais te dire ça tout de suite. L'idéal pour moi, c'est soit mardi, soit jeudi après-midi. D'accord. Mardi et jeudi l'après-midi, du coup? Ouais. Ok. Bon, bah top alors. Bah, merci beaucoup. Bon, ouais, top. Merci Thomas, c'était top. Et puis, on espère à bientôt. À Lorient, sur l'eau ou ailleurs. Ah, il n'y a plus personne. Allô? Ouais, bonne journée à tous. Ouais, bonne survie. Merci à vous deux. Ciao, bye bye. Ciao. Et les gars de Lorient, là, vous pouvez rester 5 minutes ou pas? Oui. Ça marche. Vous, pas que de Lorient d'ailleurs, mais. Et ouais, non, moi je voulais juste un peu avoir vos retours.